Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Quel est votre rapport au sucre ? Vous sentez-vous addict ? Dit-on de vous parfois que vous êtes un véritable bec sucré ? Si on ne peut nier le plaisir et le réconfort que procure la douceur d'une gourmandise, cela n'apporte malheureusement pas que des bienfaits. Résistance à l'insuline, troubles métaboliques, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, mais aussi troubles de l'humeur et du sommeil, l'excès de sucre est loin d'être doux pour notre santé. Alors comment faire la part des choses entre le bon et le mauvais sucre ? Celui dont nous avons besoin, celui qui nous fait du mal ? Existe-t-il des plans, des astuces pour nous aider à moins craquer ? Comment se sevrer pour rester en bonne santé ? Encore faut-il bien comprendre comment il agit sur notre métabolisme. Pour y voir plus clair aujourd'hui, mon invité est médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition. Il est aussi l'auteur d'ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle. Son dernier livre, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé, est paru aux éditions Erol. Vous aurez reconnu peut-être le docteur Dupont que je suis ravie d'accueillir une nouvelle fois dans Métamorphose. Bonjour docteur. Bonjour Anne, merci de m'avoir invité. Vous savez que c'est un sujet qui m'a intéressé pas mal puisque j'étais chef de clinique de diabétologie aussi, plus que d'endocrinologie, donc c'était vraiment lié au problème. Alors là, on est au cœur du sujet. C'est vrai que le sucre, c'est pas la première fois, on en parlait hors antenne, qu'on l'aborde dans Métamorphose. On en a parlé avec Jessine Chospé, Glucose Goddess, Anthony Berthoud, sur le volet aussi addiction avec le professeur Laurent Carilla, avec la naturopathe Marion Tellier. Mais aujourd'hui, c'est sur un angle un petit peu nouveau qu'on va l'aborder. Savoir aussi, et je le disais en introduction, les plantes qu'on peut utiliser, le mécanisme. Voilà, on va refaire un panorama un peu du sujet. Et de toute façon, c'est toujours très bien de repasser dessus parce que malheureusement, tous les becs sucrés ou les addicts au sucre pourront peut-être à nouveau se reconnaître et y trouver de très bons conseils. Alors, on va commencer peut-être tout simplement par comprendre qu'est-ce que le sucre et quels sont aussi les différents types de sucre entre saccharose, glucose, fructose, dextrose. Voilà, sans passer trop de temps, mais rapidement. Oui. Alors ça, c'est très important de faire les différences parce que quand on entend sucre, on pense sucre de table, c'est-à-dire le saccharose. En fait, c'est un sucre qui est absorbé rapidement, qui contient à la fois du glucose et du fructose. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que tant le glucose que le fructose pur peuvent avoir des effets délétères selon la consommation qu'on en fait, les excès, etc. Et on devrait parler plutôt, quand on dit sucre, de glucides. Les glucides, en fait, ce sont tous les sucres dont on a besoin, qu'ils soient d'absorption lente, d'absorption moyenne ou d'absorption rapide, et qui permettent à notre énergie de se maintenir. 50% des apports énergétiques pour le cerveau, les muscles et le cœur proviennent des glucides. Donc le glucose, qui va déterminer la glycémie, c'est très important.
Et d'ailleurs, on peut dire une chose, si on regarde un petit peu l'évolution sur Terre, la première fabrication des hydrates de carbone, c'est la photosynthèse, c'est la captation de l'énergie solaire qui fait que les végétaux vont fabriquer justement ces petites unités d'énergie carbonée tout en libérant de l'oxygène dans l'air. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'être humain bénéficie des deux, et de l'oxygène qu'il respire, et de ces hydrates de carbone qui lui permettent dans la cellule, au niveau des mitochondries, de faire l'inverse du végétal et de récupérer cette énergie qui vient du soleil. Donc c'est indispensable le sucre. Voilà. Voilà, alors c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on a besoin du sucre dans l'organisme? En tout cas, des glucides, certainement. Voilà, tout à fait. Les glucides, c'est indispensable. On considère aujourd'hui qu'on a besoin à peu près de 200-300 grammes de glucides par jour, tous glucides confondus. Mais par contre, là où il y a problème, et c'est le problème de société actuelle, c'est qu'il y a trop de sucre rapide, trop de sucre pur, ou de fructose ou de glucose ajoutés dans des plats cuisinés. Or ça, il ne faudrait pas dépasser, d'après l'OMS, 10%, mais moi, j'irais plus loin. Je dirais qu'il ne faudrait pas dépasser les 5%. Alors, peut-être pour rappeler, Paul Dupont, docteur Dupont, qu'en France, on est quand même assez gros consommateur de sucre. D'ailleurs, j'imagine comme bon nombre de pays occidentaux, puisqu'on en consomme entre 25 et 35 kilos par an, par personne. C'est beaucoup. Personne. Alors que normalement, si on écoutait un petit peu ce dont on a besoin, on ne devrait pas dépasser entre 5 et 10 kilos. Voilà, maximum. Pourquoi? Parce que tout glucide confondu? Là, je parle du sucre pur, hein. Du sucre pur, voilà, on le est d'accord. sucre pur. Celui dont vous parlez, Anne, c'est le sucre pur, effectivement, qu'on fait en trop grande quantité. Et quand on regarde les besoins par jour, maximum, ça devrait être entre 3 et 6 morceaux de sucre ou 3 et 6 cuillères à café. Vous voyez, on en est loin. Oui. Alors, on va s'intéresser au sucre, Oui. Aussi aux glucides pendant cette interview, puisqu'on vient de voir que l'un et l'autre sont évidemment liés. Oui. Est-ce qu'il y a des types de sucres qui sont meilleurs que d'autres? Tout à fait. Et puis, où est-ce qu'on peut les trouver? Voilà, déjà nous débroussailler un peu tout ça. Tout à fait. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le glucose qui va nourrir les cellules, qui va donner de l'énergie dont le cerveau a besoin. Mais c'est la façon dont on va le trouver dans l'alimentation qui importe. S'il est sous forme de sucre lent, c'est-à-dire les amidons, ce sont des petites unités de glucose que le corps va scinder par petits bouts. Et donc, l'augmentation de la glycémie lorsqu'on mange des amylacées, les féculents, etc., ça va se faire très lentement. Donc, la glycémie va monter lentement. Le corps a le temps de s'adapter. Il sécrète de l'insuline qui va permettre à ce glucose de rentrer dans les cellules et d'éviter que la glycémie ne bouge. Elle doit rester très, très stable. Et à côté de ça, il y a le fructose. Alors le fructose, on le trouve dans les fruits. Bon, là, il est très bien placé parce qu'il est avec des fibres, qu'il est là aussi grâce aux fibres absorbées lentement et qui va pas entraîner d'hyperfructosémie, c'est-à-dire une augmentation trop élevée du fructose dans le sang. Bien sûr, il ne donne pas une augmentation de la glycémie de suite. Mais il faut savoir que le fructose, quand il est pur, et là c'est différent de celui des fruits, comme par exemple dans un sirop, le sirop de maïs par exemple, qu'on met quelquefois dans les aliments ou qu'on met ailleurs, dans les plats cuisinés, ce fructose-là, il va monter très très vite dans le foie, augmenter les graisses, les triglycérides, et également faire monter la glycémie dans un second temps, bien que ça soit une bonne source d'énergie, comme on le dit d'ailleurs pour les sportifs. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vécu aux États-Unis. Quand je suis arrivée là-bas, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit faites attention, vous allez voir, vous allez prendre automatiquement du poids, même si vous mangez de la même manière. Les Américains rajoutent du sirop de maïs partout dans l'alimentation et qui est de manière invisible en fait. Et là, c'est un vrai poison, parce qu'on a longtemps cru qu'il n'y avait que le glucose qui était dangereux, le glucose pur, qui fait monter la glycémie. Or, c'est également et surtout le fructose, parce qu'il augmente le mauvais gras, donc il fait grossir, et il stocke le gras un peu partout, c'est-à-dire non seulement dans le foie, mais autour des muscles, dans le cœur, etc. Vous voyez ? Donc c'est très insidieux. Et ça conduit au syndrome métabolique et aussi à l'hypertension. Il y a des découvertes récentes qui ont montré que le fructose, associé à un régime un peu salé, va faire monter la tension. Voilà. Alors justement, puisque vous en parlez, vous me tendez la perche pour parler des pathologies quand même qui sont liées à une consommation excessive de sucre ou de glucides de manière générale. Quelles sont-elles ?
pour qu'on les rappelle, peut-être les plus importantes, et puis celles qui sont peut-être plus invisibles aussi dans les pathologies. Oui. Alors, moi, je m'étais passionné quand j'étais chef de clinique en diabéto au sujet de l'hémoglobine glyquée, HbA1c. Or, vous savez que c'est la méthode qui nous permet de suivre l'évolution du diabète. En fait, le vrai problème du sucre, c'est ce qu'on appelle la glycation, c'est-à-dire quand la glycémie va sortir de ses limites, le sucre va se fixer un peu partout. Il y a un sucrage des protéines et des lipides. Et c'est ça qui fait sa dangerosité. C'est-à-dire que la glycation va rendre ces molécules inaptes. Par exemple, l'hémoglobine glyquée, elle capte pas bien l'oxygène, plus du tout pratiquement au niveau du poumon. Elle le libère même pas au niveau des tissus. Ce qui fait que quand vous avez 6% et au-delà d'hémoglobine glyquée, ben vous pouvez dire qu'il y a presque 10% de l'hémoglobine qui n'est plus fonctionnelle. Donc, comme l'oxygène, c'est la vie, on peut imaginer la suite. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, ce sont les pics glycémiques après les repas. Alors attendez, docteur Oui. Dupont, ce que vous venez de dire est vraiment très intéressant. Juste pour revenir dessus, ça veut dire que ça, c'est les personnes qui ont du diabète qui le voient ou pas uniquement ce que vous venez de décrire? Pas forcément. Ah oui, donc c'est ça qui est Voilà. intéressant, pas forcément, oui. Ah non, moi j'ai l'habitude de prescrire à tous mes patients la glycémie à jeun, bien sûr, pour voir s'ils n'ont pas déjà soit un état prédiabétique, soit du diabète, soit et toujours l'hémoglobine glyquée. Pourquoi ? Parce que je considère que même si on dit que la limite, ça va être 5,7 pour dire qu'on n'est pas diabétique, bah, il vaut mieux être à 5 qu'à 5,7. Pourquoi ? Parce que l'hémoglobine glyquée, c'est le reflet de la glycation dans l'organisme. Or, le sucre, il ne va pas que sucrer l'hémoglobine, il va sucrer le collagène, il va sucrer les lipides, il va sucrer le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, et c'est ce qui va faire que ce mauvais cholestérol étant glyqué, il est plus apte à traverser la membrane des cellules au niveau des artères et qui va s'y déposer. C'est le départ, si vous voulez, de la plaque d'athérome. C'est les cellules qu'on appelle spumeuses, elles se gonflent de mauvais gras. Pourquoi ? Parce que c'est un gras qui a capté du sucre, voyez ? C'est pas que le gras du cholestérol oxydé. Et tout simplement parce qu'en plus, cet excès de sucre est un oxydant puissant. Voilà, donc ça va irriter les artères, et ça, c'est vrai partout. Partout. Et ça donnerait quoi comme symptôme, du coup, pour les Comme personnes qui ont symptôme, ça? on ne le voit pas arriver, hein, c'est les maladies cardiovasculaires qui arrivent au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, ça va être les coronopathies, les problèmes d'hypertension, voilà. Le syndrome métabolique, parce que surcharge du foie qui devient foie gras, etc., etc. Donc, c'est vraiment ce phénomène qu'il faut prévenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas forcément d'emblée diabétique type 2. Il y a déjà le prédiabète, où on a des symptômes comme les fringales après le repas, la fatigue, la somnolence, où on a déjà la glycémie à jeun qui commence à monter. Au lieu d'être limitée à 1,10 g, elle peut monter jusqu'à 1,25 g. Et en postprandial, après le repas, eh bien, on peut avoir des glycémies qui montent au-delà de 1,40 g, sans jamais atteindre 2 grammes, puisque là, on n'est pas encore diabétique, mais qui font qu'on se sucre. Voilà. Oui, c'est ça. La métaphore est bien, on se sucre. Oui. Alors, si on parle de pathologie, puisqu'on en était là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les maladies dégénératives et neurologiques, on peut aussi en parler? Alors, on est effectivement dans les complications de l'excès de sucre. Ça touche à peu près toutes les pathologies, on peut dire, hein. D'accord. Effectivement, le sucre peut intervenir également on pense également que la glycation peut être une des causes peut-être de la maladie d'Alzheimer, des maladies dégénératives, neurodégénératives. Là, on n'en est pas sûr quand même, hein. Sur l'humeur, sur le stress, le sommeil, il y a aussi des impacts. Et évidemment, je vais vous poser la question de la peau. Vous êtes avant tout, vous êtes médecin avant tout, mais vous êtes aussi dermatologue. Oui. Alors, effectivement, bon, le sucre d'abord, ça fait du bien. Bon, quand on mange sucré, on a une sensation de plaisir, une sécrétion de dopamine, donc on a un bien-être. Quand on est déjà un peu hyperactif, on a encore plus d'excitation et on est un peu plus efficace. Mais c'est ce qui va déclencher petit à petit l'addiction. On y reviendra après, hein, puisque je crois que vous en avez déjà parlé dans un podcast, mais c'est bien d'y revenir. Et par contre, à côté de ça, il peut y avoir des phénomènes qui vont entraîner des problèmes ailleurs dans la santé. La peau en général. Pourquoi la peau ? Eh bien, tout simplement parce qu'un exemple,
Quand on mange trop de sucre, on consomme de l'amylase. L'amylase, c'est l'enzyme qui va permettre de scinder l'amidon et d'absorber les glucoses. Moins d'amylase veut dire plus d'histamine, parce que l'amylase lutte contre l'histamine. Or, l'histamine, c'est le phénomène réactionnel aux allergies. Voyez, donc, si on mange trop sucré, on a plus d'histamine, on a plus de risques de faire des complications allergiques, de l'asthme, de la rhinite. Vous savez, il y a des gens, quand ils mangent trop sucré, ils ont le nez qui coule. Et puis, quand on a de l'eczéma, eh bien, on se gratte davantage, c'est beaucoup plus irrité. Pourquoi ? Parce que le sucre irrite, oxyde et augmente l'histamine. D'accord, donc sur l'humeur et sur le sommeil, qui était aussi une des questions, on peut Ah avoir oui, un alors impact. ça, c'est Oui. important aussi. En fait, il y a un double effet. C'est-à-dire que d'une part, si on dort pas assez, si on dort pas bien, on sécrète certaines hormones qui ont un effet de couper la satiété. Donc on a beaucoup plus faim. Ça, c'est un premier problème. Et inversement, quand on mange trop sucré le soir, on peut avoir des phénomènes, qui vont perturber le sommeil. D'abord, on a du mal à s'endormir parce que ça excite. Donc, c'est déjà la personne, elle a une hyperidéation et qu'elle a tendance à penser à tout ce qu'elle a fait dans la journée. Si elle prend du sucre, automatiquement, elle va avoir du mal à s'endormir. Et en plus, si ce sucre a été trop rapide, il peut y avoir assez rapidement dans la nuit des hypoglycémies fonctionnelles, et ça réveille. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai des réveils nocturnes, je ne sais pas d'où ça vient. Mais tout simplement, c'est parce qu'elle mange trop de sucre, voire même parfois, malheureusement, de l'alcool, ce qui aggrave le problème. Et alors, le soir, après, soit elle ne s'endorme pas, soit elle se réveille. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Vous qui nous écoutez, ne vous inquiétez pas, on ne va pas que parler des pathologies, on va venir maintenant à un certain nombre de solutions. Avant ça, peut-être rester sur la compréhension des mécanismes. Alors tout d'abord, intéressons-nous peut-être à des périodes de la vie qui sont peut-être plus propices à l'appétence au sucre. Je me suis posé la question. Les ados, on le voit, se jettent, quels que soient leurs principes alimentaires familiaux, ont tendance à se jeter sur des sucreries. Peut-être les femmes enceintes, au moment de la ménopause, peut-être les personnes aussi plus âgées, je ne sais pas, je me demande. En fait, c'est des problèmes hormonaux. C'est-à-dire que le changement hormonal de la puberté va créer un besoin davantage de sucre. D'abord parce que, on grandit, il y a beaucoup plus besoin d'énergie, et souvent on a besoin d'une énergie rapide. Donc on va aller plutôt vers une addiction pour des aliments qui ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire l'appétence va vers tout ce qui est sucre pur. C'est pour ça qu'ils mangent plus de soda, de sirop, de sucre, voilà, de confiserie, de confiture. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas une régulation à ce niveau-là, c'est vite fait d'avoir l'addiction. Et après, effectivement, il y a un état de manque. Ensuite, il y a les problèmes hormonaux féminins. C'est sûr que la chute des hormones en fin de cycle va augmenter le besoin de sucre. Tout simplement parce que les hormones, la progestérone est un apaisant, et l'œstrogène augmente la leptine, qui est une hormone de satiété. Et donc, quand il y a ce manque hormonal, soit en fin de cycle, soit malheureusement après la ménopause, c'est encore pire, à ce moment-là, on a beaucoup plus envie de sucre. Pourquoi ? Parce que le corps est habitué à se réguler grâce aux hormones, et quand il n'y a plus les hormones, là, il y a une contraction au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, qui dit « j'ai faim ». Voilà, et donc j'ai besoin de sucre. Donc là, par exemple, pendant la période de ménopause, les femmes peuvent se retrouver dans un paradoxe où on sait qu'il faudrait réduire le bol alimentaire au niveau de la ménopause pour ne pas prendre de poids, alors que le corps dit donne-moi du sucre. C'est ça. Et donc, oui, c'est ça. Je caricature un peu, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, les hormones qui régulent tout ça, c'est comme des agents secrets qui renseignent le cerveau sur ce qui se passe en bas. Voilà, ce qui se passe dans l'estomac, dans l'intestin, dans le sang, etc. Et le cerveau, il dit mais ok, j'accepte ou j'accepte pas. Et là, il peut y avoir restriction. C'est-à-dire que soit la personne, elle va dire non, je n'écoute pas mon corps, alors à ce moment-là, elle fait ce qu'elle veut, et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des phénomènes extravagants par rapport au sucre, avec des désirs, des envies intenses, des pertes de contrôle, des épisodes de surconsommation, sans obtenir aucune satiété, tout simplement parce qu'on ne s'écoute pas. Voilà. Alors peut-être parlons quand même justement de l'addiction plus en détail. Quels en seraient d'abord les symptômes ?
Bon, ça, on a tous un peu ça en tête et puis c'est vrai qu'on a fait pas mal d'émissions dessus et puis le mécanisme de cette addiction, les spécialistes nous disent et vous aussi, hein, qu'en fait, c'est extrêmement difficile de lutter contre une addiction. On n'a pas le dessus sur le cerveau. Ouais, c'est-à-dire, oui, si vous voulez, bon, ce qui se passe pour le sucre, c'est ce qui se passe pour malheureusement, la cocaïne. C'est-à-dire que le sucre, au départ, quand c'est dans des conditions normales, il va simplement augmenter la sérotonine, la dopamine, qui sont les hormones un petit peu du bien-être et du plaisir et de la récompense, donc on est satisfait. Mais si on en mange trop et trop souvent, et surtout du pur, à ce moment-là, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on va stimuler des opioïdes endogènes. Et à ce moment-là, il y a une appétence de plus en plus forte pour le sucre pur et une dépendance qui fait que plus on en prend, plus on en a besoin, plus on a besoin d'une dose élevée. Voilà. Et donc, c'est à partir du moment où la dose est très élevée que là, on n'en peut plus et que c'est vraiment une addiction. Et cette addiction, comme on mange beaucoup plus de sucre rapide, fait qu'on est très vite survolté, excité, et que par contre, au bout d'un certain moment, eh ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'après la phase initiale d'excitation, il y a une phase de déprime, de espèce de léthargie, de baisse de vigilance même, de malaise, hein, ça peut aller jusqu'à l'hypoglycémie, et à ce moment-là, on a besoin d'une nouvelle dose. Et ça va comme ça, une dose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis c'est ainsi que les gens ils vont se mettre à manger toute la journée des choses sucrées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir, mais avant ça, peut-être terminer sur les causes, hein. C'est-à-dire qu'on a vu que les causes peuvent être hormonales dans des périodes de notre vie, de profils peut-être plus addictifs, de recherche de sources d'énergie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Est-ce que ça peut être lié à des carences ou alors à notre mode de vie? C'est-à-dire, on peut par exemple manquer de sommeil ou on est sous stress, donc on cherche voilà, des compensations émotionnelles. Anne, vous avez tout dit. En fait, bon, il y a l'aspect génétique, hein, il y a des phénomènes génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui font qu'on va avoir plus d'appétence pour le sucre. Mais à part ça, c'est quand même un phénomène lié au moral. Voilà, le stress, la façon dont on vit aujourd'hui qui est très stressante, où on est presque en burn-out. Et à ce moment-là, les gens vont avoir besoin d'une compensation affective pour essayer de satisfaire un besoin d'affection souvent, hein, voilà. Et donc le sucre, c'est comme on dit, c'est une douceur, donc on a un petit plaisir et puis on a transformé un plaisir qui manquait par un autre et ça peut être le sucre. Et ça malheureusement, c'est un peu un bon ami, quoi. Voilà, donc ça peut venir de là. D'accord. Alors, on va s'intéresser effectivement aux différentes solutions. Est-ce que vous voulez qu'on démarre peut-être par le volet alimentation? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on pense des édulcorants? Reparler éventuellement de l'index glycémique qui Oui. permet d'éviter aussi des pics, hein. Donc, où est-ce qu'on trouve nous donner des exemples en fait d'alimentation à IG Oui. bas? Oui. Bah, écoutez, oui. Alors, d'abord, bon, si on veut pour l'addiction, bien sûr, il y a tout un protocole. Je pense que vous avez quelqu'un qui en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des aliments les plus frais possibles et natifs, pas trop mûrs pour pas être trop sucrés, et diminuer petit à petit les rations, et aller plutôt vers les fruits plutôt que vers les aliments sucrés purs. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'hormones sur lesquelles on peut agir, qui sont des hormones digestives et qui, elles, vont aider, si vous voulez, à lutter contre le phénomène addictif. Vous avez des hormones dans l'intestin qui s'appellent les incrétines, qui vont collaborer avec la leptine, qui, elle, est une hormone satiative de l'estomac et du duodénum. Les incrétines, elles vont enregistrer le sucre qui arrive dans le duodénum et elles vont réagir non seulement en adaptant la glycémie par action sur le pancréas, mais aussi en améliorant justement la satiété. Et on remarquera, c'est assez paradoxal d'ailleurs, que ces hormones-là sont stimulées par tout ce qui est âpre et amer. C'est-à-dire que, vous savez, il y a 4 goûts. Le goût salé, le goût sucré, le goût âpre et le goût, je ne sais plus lequel. Bon. Eh bien, disons que quand on a trop de douceur, pour compenser, il faudrait prendre un peu plus d'amertume. Qu'est-ce que c'est l'amertume? On la trouve, par exemple, dans les vitamines C2. Ce sont toutes les baies qui sont âpres. Bon, la mûre,
encore que la mûre, oui, la mûre, on peut dire, le cassis, etc. Les fruits rouges en général. On le trouve dans le raisin aussi. Et dans certaines plantes amères, notamment le chardon-marie. C'est pas très connu. Le chardon-marie, c'est une plante donc hépatotrope qui répare le foie. Mais son amertume, et tout comme les aliments amers, peuvent aider justement à lutter. Alors bien sûr, en général, les gens qui aiment les douceurs, ils n'aiment pas la mer, mais il faut qu'ils se forcent. Ça, c'est intéressant. Ouais. Dans les sucres, justement, si on cherche à choisir des sucres à IG bas, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait Alors, trouver? si vous voulez, il y a plusieurs choses. Il y a l'index glycémique et la charge glycémique. L'index glycémique, c'est ce que l'aliment est susceptible d'apporter en glucides dans l'organisme. Sauf que, selon le mode de cuisson, selon comment on le mange, avec quoi on l'associe, la charge glycémique peut être différente. Par exemple, les carottes crues, elles ont une charge glycémique pas très élevée. Les carottes cuites, par contre, elles ont une augmentation de la charge glycémique. La banane pas mûre, elle a une faible charge glycémique. La banane mûre, par contre, alors là, c'est un max, quoi. Voilà, donc ça va changer. Moi, j'aime bien parler aussi de l'indice de satiété, parce que on n'y fait pas assez attention, mais on peut très bien manger un aliment qui aura une charge glycémique basse, mais qui va pas être satiatif. Par contre, si on compte l'indice de satiété, la pomme de terre, par exemple, bouillie, elle a un indice de satiété maximum, il est de 324. Alors que le croissant, qui lui est quelque chose de bien sucré, il a un indice de satiété de 47. Vous pouvez manger des croissants toute la journée, vous avez toujours faim. Vous mangez une bonne purée de pommes de terre bouillie, ben là, normalement, on est bien, quoi. On est plus rassasié. Souvent, on ne connaît pas forcément l'indice ou l'index de satiété. D'ailleurs, on peut trouver ça facilement. Bah, il faut chercher sur Internet. Je ne sais pas Ouais. si oui. Oui, il faut regarder sur Internet. Je pense que vous pouvez trouver la liste. Il y a un travail qui a été fait en Australie où ils ont répertorié tous les indices de satiété des aliments. Intéressant. Et je pense que ça vaudrait le coup de le regarder, effectivement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments comme les légumes verts qui sont très, très, très utiles. Par exemple, on sait que dans les aliments verts, il y a la protéine rubisco, qui est une protéine verte et qui fait que ça va diminuer la vidange gastrique. On va manger, donc on va ralentir le flux du bol alimentaire et donc une glycémie qui va être moins élevée, moins rapidement élevée. Le fait d'associer aussi des lipides au sucre va aussi ralentir l'absorption du glucose et donc de la glycémie. Vous voyez ? C'est important de le dire, c'est ce que dit beaucoup Jessie Inchospé. On a fait des épisodes avec elle, avec sa méthode Glucose Goddess. Mais elle parle de cet ordre des aliments. Alors, elle n'a rien inventé, puisque ça existait déjà. D'ailleurs, naturellement, l'homme le fait dans un repas classique en mettant les crudités en premier. Oui, bah c'est ce qu'on fait. Vous savez, autrefois, enfin, je sais pas, vous êtes jeune, mais moi, j'ai connu mes parents, on mangeait la salade au dessert. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était mieux de la prendre au début. Vous voyez ? Tout comme de prendre un bouillon de légumes. On s'est aperçu d'ailleurs que, alors que le jus de fruits, ça va faire monter très rapidement la glycémie, glucose et fructose, un bouillon de légumes, au contraire, ça va la ralentir. Donc, les bonnes soupes de grand-mère, là, c'est très bien. Alors, du côté des plantes, vous avez parlé du chardon-marie. Qu'est-ce qui peut aussi nous aider pour d'abord éviter de craquer pour des aliments trop sucrés ou d'en manger trop, et puis ensuite pour essayer de rétablir un certain équilibre? Alors, là, je ne sais pas si je peux en parler, mais nous, enfin, au niveau de Mine Nature, on a travaillé depuis un moment déjà sur ce sujet et on s'était intéressé au mûrier blanc. Le mûrier blanc, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires, on peut dire, pour justement réguler la glycémie. Et effectivement, il contient une substance qui va empêcher le pic glycémique, c'est-à-dire qu'il va réduire l'action d'une enzyme du duodénum, qui scinde le saccharose, c'est-à-dire le sucre blanc, en glucose et en fructose. Comme ce sucre blanc n'est pas bien scindé grâce à l'effet du mûrier blanc, eh bien, il y a moins de glycémie qui monte. Donc, il n'y a pas le pic glycémique. En fait, ce produit
avec la nouvelle formule. C'est-à-dire que nous, on a un produit qui a été mis au point il y a quelques années déjà, qui contient ce mûrier blanc, un extrait, mais qui est très, très concentré. Sachez que dans le mûrier blanc, vous avez une substance qui va bloquer la 5-alpha-réductose, c'est-à-dire l'enzyme qui casse le sucre pour que le glucose et le fructose soient absorbés. Donc la glycémie va diminuer. Et par ailleurs, on l'a associé avec des fibres qui ont, par leur viscosité, un effet de remplissage. C'est de la caroube, c'est du nopal. Voilà, ce sont des fibres qui sont très visqueuses. Donc quand on les absorbe, elles vont remplir une partie de l'estomac et automatiquement, eh bien, la personne va en remplir moins, puisque un des problèmes majeurs de l'obésité, c'est la dilatation de l'estomac. C'est-à-dire que plus on mange en quantité, plus l'estomac se dilate, plus il a besoin d'être rempli pour arriver à la satiété. Or, si on donne aux gens justement des poudres qui ont un effet de viscosité, de remplissage, ben, la partie où il y a les fibres, eh ben, elle ne va plus être remplie par autre chose. Donc le bol alimentaire est réduit. Voilà, donc on agit à ces deux niveaux. Il y a un effet aussi tout à fait mécanique. C'est un effet mécanique, un peu ce qu'on cherche quand on va mettre, vous savez, les anneaux ou qu'on enlève une partie de l'estomac, ce qui n'est pas une bonne idée à mon avis. Quand on parle de cet effet mécanique, en revanche, il ne rééduque pas, puisqu'en fait, on va toujours chercher à être à satiété, on ne va pas forcément l'aider à diminuer. Donc ça veut dire que si on prend des compléments, même naturels, il faut petit à petit quand même qu'on réduise la quantité. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller vers des produits plus naturels, plus natifs, quelque chose qui vient d'être ramassé, cueilli frais, pas trop mûr, pour remplacer, si vous voulez, le besoin de... Parce que ça va compenser petit à petit. Et après, il y a certaines vitamines quand même qui sont utiles. Il y a la B3, par exemple, la niacine, qui a un effet de stimuler aussi la satiété. Voilà, vous avez aussi des produits comme la spiruline, qui est bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle a un effet également pris au début du repas pour diminuer la fringale, hein, si j'ose dire. En plus, la spiruline, pour ceux qui veulent, il en existe aussi en paillettes. Donc, on peut la mettre, si on veut, même sur une salade ou quelque chose comme ça. Dans les aliments, oui. Tout à fait, oui. Oui. Est-ce qu'il y a sur l'aspect justement des fringales, puisqu'on parle de la satiété, mais il y a aussi cet appel, on l'a dit, émotionnel du sucre. Est-ce qu'on peut avoir des choses qui nous calment au niveau de ce stress émotionnel qu'on peut avoir ? Oui. Nous, on a un produit qui porte ce nom-là. Donc, en fait, c'est pas compliqué, c'est le 5-HTP du Griffonia. En fait, c'est le précurseur de la sérotonine. Oui, c'est ça. C'est cette plante qui agit. Bah oui. En fait, le problème, justement, quand il y a ces aspects de fringales, que ce soit en prémenstruel, que ce soit après la ménopause, que ce soit même... Bon, après, on ne peut pas le donner aux ados, hein, c'est réservé à l'adulte. Si on prend du Griffonia un peu le matin, un peu le soir, à condition qu'il soit bien dosé, on va augmenter la sérotonine. Donc, comme c'est la sérotonine qui intervient par son manque dans le phénomène d'addiction, c'est sûr qu'on aura un bon résultat en prenant un peu de ce produit. Voilà. Est-ce qu'il y a, du côté des plantes, puisqu'on est là, des tisanes ou certains actifs qu'on pourrait prendre déjà aussi de manière simple, si on ne veut pas forcément prendre effectivement un complément alimentaire ? Et puis, on verra dans un deuxième temps, est-ce qu'il faut aussi se méfier des pilules miracles qui agissent sur les incrétines, par exemple ? Ah exactement. Ça, vous faites bien d'en parler. Pourquoi ? Parce que ces médicaments sont donnés dans le diabète. D'accord. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est fait pour effectivement agir comme le mûrier blanc. C'est exactement le même effet, c'est-à-dire que ça va bloquer l'enzyme de dégradation du sucre. Sauf qu'on ne sait pas les effets secondaires. Il y en a plusieurs qui ont été inscrits au tableau noir aux États-Unis comme cancérigènes, cancer du pancréas notamment. Ça a été publié par la FDA. Et pour d'autres, ils peuvent entraîner des malaises, des troubles digestifs, des nausées, etc. Donc ça, c'est pas à prescrire, mais à proscrire. Ce n'est pas du tout l'indication pour arrêter l'addiction au sucre. Et pour revenir, alors ça, merci pour cette précision, et sur l'aspect des tisanes ou des plantes qu'on pourrait prendre assez facilement si on veut déjà démarrer par quelque chose ? Vous savez, il y a une chose qui est très très simple, qui a été prouvée, c'est que le thé vert, tout comme le café,
ont un effet bénéfique. Voilà, à condition de ne pas les sucrer. Enfin, si, on peut les sucrer, mais pas trop. Et d'en prendre modérément quand même. Enfin, prendre modérément, parce qu'attention, c'est la même addiction. C'est-à-dire, si vous prenez un café à 8h, puis à 10h, puis à midi, puis à 14h, puis à 16h, après, il faudra le prendre à 9h, à 10h, à 11h, voilà. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais modérément, le café et le thé ont un effet bénéfique. Voilà, ils ont un effet bénéfique sur l'adiponectine, notamment, qui est une hormone des cellules graisseuses qui va réguler le métabolisme, qui va augmenter leur carburation, à condition de faire de l'exercice physique. Voilà, on n'en a pas parlé, mais c'est essentiel, bien sûr. Alors bien sûr, on n'a pas parlé de l'exercice physique. Là, on peut se reporter peut-être aux recommandations aussi de l'OMS. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 10 000 pas, ou entre 7 et 10 000 pas par jour. Ça varie en fonction des chiffres qu'on trouve, sachant que 10 000 pas, c'est déjà 7,5 km. C'est pas évident de faire 7,5 km par jour. Hein. Ah oui. Surtout vous les faites, vous, docteur Dupont? Surtout si on manque de sucre. Oui, c'est ça, surtout si... oui. Alors là, on peut consommer une banane, mais pas trop mûre. Pas trop mûre, ça vous l'avez dit, c'est très bien. Comment est-ce qu'on équilibre dans la journée ces glucides? Est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour les consommer que d'autres? Alors, disons que ce que je pense, presque philosophiquement parlant, je pense qu'on ne devrait manger que quand on a faim, déjà. Alors, c'est pas facile dans le mode de vie courant, c'est sûr, mais quand on réfléchit, on n'a pas le temps on ne laisse pas le temps à la digestion de s'effectuer. Quand vous regardez qu'il faut à peu près 4 à 5 heures pour vraiment terminer une digestion, on n'a pas fini de digérer qu'on remet quelque chose dans l'estomac. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le deuxième problème, et ça je voudrais insister aussi dessus, c'est le fait de manger trop vite. Si vous mangez vite et qu'en plus vous mangez du sucre, ça va passer très vite dans le duodénum et donc la glycémie, elle monte en flèche. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, rien n'y fera. Donc ça crée une instabilité glycémique qui va provoquer plus ou moins long terme le prédiabète, c'est-à-dire cet état d'intolérance au sucre. Bon, après, on pense à des repas fractionnés. Oui, c'est pas mal, à condition que ce ne soient pas des fractionnés de confiture. Voilà. Donc on peut manger le matin un peu ce qu'on faisait autrefois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la crème Boudvi. Oui, bien sûr, oui, du docteur Donc il y en a qui l'ont critiqué parce que bon, ça dépend ce qu'on met dedans, mais normalement c'est un très très bon support pour tenir la matinée, sans avoir besoin d'une trop forte quantité de sucre, sauf si la banane est trop sucrée encore une fois. Et on peut commencer par une crème Boudvi, ou alors on prend du pain, du pain grillé avec un petit peu de beurre, parce que lipides et glucides se tempèrent, si vous voulez. Si par contre on a une matinée très active, on peut manger une collation de fruits vers 11h pour ne pas arriver au repas en hypoglycémie. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de temps aussi, inversement, entre deux repas, on va avoir peut-être une fringale avec sécrétion de glucagon par le pancréas qui fait grimper la glycémie, puis qui est suivie d'une sécrétion importante d'insuline. Et là, ça peut provoquer effectivement, là aussi, une instabilité glycémique. Donc, il faut me prendre des petites collations. La pomme est pas mal, à condition de manger la peau, puisque c'est la pectine qui va réguler un petit peu l'absorption des sucres. Et pareil dans l'après-midi. Voilà, des collations légères. Enfin, ça, c'est discutable. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais bon, voilà. Sinon, il faut manger un repas bien construit avec l'équilibre, comme on l'a dit tout à l'heure, des végétaux au début, des lipides avec les glucides, voilà. Est-ce qu'on peut compenser un excès de sucre? Parce que c'est vrai que parfois, on est amené à avoir un repas de famille, etc. On fait un excès. Est-ce qu'on a moyen de compenser ou tant pis, c'est foutu? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on a sorti un complément alimentaire qui est exprès pour ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on le prend lors des repas sucrés. On en prend 2 gélules avant et normalement, cela va éviter de faire monter la glycémie de manière trop importante. C'est celui qui est à base de mûrier, là, dont vous avez parlé? Oui, c'est celui qui est à base de mûrier blanc, ouais. Oui, parce que je sais que vous avez aussi un autre produit qui soutient le foie, par exemple. Je pensais à celui-là parce que moi-même, je l'utilisais ou je l'utilise. Oui. C'est un produit qui ressemble à un produit qui est connu comme allopathie. C'est à base de citron et de betterave rouge. Voilà, un peu genre citrate de bétaïne, version naturelle. Version mine.
Voilà, version. Comment dites-moi le nom du produit, comme ça on le saura. C'est citrobétaïne. Ah voilà, citrobétaïne, voilà. Oui. Non, mais c'est ça. Donc, marche très bien. Ça aide vraiment à digérer et à permettre justement que le bol alimentaire soit utilisé correctement. D'accord, donc ça c'est intéressant. Sur les tisanes, vous m'avez pas répondu, je crois, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre, sinon d'assez facile, si jamais on a envie juste de se faire une petite tisane pour réguler un peu la glycémie comme ça? Là, disons que j'ai pas trop travaillé le sujet. La menthe peut être utile. Oui. La menthe, certaines menthes, surtout la menthe marocaine, elle a légèrement goût sucré. On peut sinon associer de la stevia dans les tisanes, mais la plupart des tisanes sont utiles parce qu'elles vont réguler un petit peu en apportant de l'eau déjà dans la digestion, elles vont favoriser la digestion. Des tisanes comme le tilleul, c'est intéressant, le citron, on peut faire l'association tilleul-citron. On peut utiliser le carcadé, c'est pas mal aussi, associé avec de la lavande. Pourquoi ? Parce que ce sont des plantes qui ont un effet d'une part sur l'intestin et aussi sur le stress. Le carcadé lavande, c'est une bonne association, tout comme tilleul citron. Alors, docteur Dupont, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'aurait pas dites, peut-être à signaler avant de se dire au revoir ? On a parlé du sport, évidemment, on n'a pas passé trop de temps dessus, mais c'est évident. Il me semble que l'émission a été bien conduite pour les questions. Je pense que moi, je ne vais pas avoir trop de choses à dire de plus. Sinon, de faire quand même surveiller régulièrement la glycémie chez votre docteur, de faire doser l'hémoglobine glyquée. Pourquoi ? Parce que j'ai expliqué les risques liés à cette hémoglobine sucrée. Donc, il faut toujours... et ne pas se dire, bon, moi, j'ai que 1,25 de glycémie, tout va bien. Non, c'est déjà un état prédiabétique. Et là, il faut commencer à prendre des mesures pour éviter justement le surpoids et puis de passer en diabète de type 2. Si on sait que pratiquement un tiers des personnes en état prédiabétique peuvent devenir diabétiques dans les 10 ans qui suivent s'ils font rien. Il faut se dire quand même qu'il faut surveiller cet état prédiabétique et en faisant le nécessaire pour réduire le sucre caché. Voilà. Très bien. Écoutez, merci infiniment, Dr Paul Dupont, pour toutes ces informations et conseils très complets pour mieux gérer notre rapport au sucre, notre glycémie. On a fait, je le rappelle, quelques émissions sur le sujet qui sont très complémentaires et je trouve que vous apportez vraiment des choses aussi nouvelles sur cette thématique que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux livres sur la vitamine D aux éditions Marabout, Se libérer du psoriasis, Soigner sa peau naturelle et le dernier que j'ai cité en introduction, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons sur votre santé aux éditions Erol. Merci infiniment et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup, Anne. C'est vraiment intéressant. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.